Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une ce soir, les questions d'insécurité dans la capitale burkinabé sur les axes routiers et aux frontières du Burkina Faso. Les attaques sont récurrentes et troublent la quiétude des populations. Que fait le ministère en charge de la sécurité pour enrayer le phénomène? Nous aurons des éléments de réponse avec nos invités. Le chef d'escadron Kouagri Nataman, commandant du groupement de gendarmerie départementale de Bobo-Dioulasso, et le chef de bataillon Mahamadi Bonkungu, officier du centre des opérations des armées. Elles sont un maillon important dans l'économie des pays de l'espace UEMOA. Les banques et les petites et moyennes entreprises seront à l'honneur du 21 au 24 octobre 2015 à travers un salon qui leur est dédié. Les objectifs et les enjeux de ce salon dans cette édition. Et puis, le dernier bilan du typhon Kopu qui a balayé les Philippines est de 16 morts et de plus de 60 000 déplacés. Des dizaines de villages ont été ravagés par les eaux. Les Burkinabés font de plus en plus face à l'insécurité. Le phénomène est encore plus criard à Ouagadougou. Rien que la semaine dernière à Karpala, un quartier de la capitale, des braqueurs ont attaqué 4 boutiques et emporté de fortes sommes d'argent. Les malfrats font de plus en plus usage d'armes à feu pour spolier leurs victimes. Le point avec Gérard Sommet et Aruna Mari. Ouagadougou dans une insécurité de plus en plus grandissante. Des braqueurs et autres bandits de grand chemin continuent de troubler la quiétude des populations. Nous sommes au quartier Karpala. Toujours bouleversé, ce commerçant a reçu dans la nuit du dimanche à lundi 13 octobre la visite de ces individus sans foi ni loi. J'ai entendu le bruit et quand je suis sorti, j'ai vu que c'était des braqueurs. Ils ont d'abord cassé les cadenas et soulevé la porte. Ils ont commencé à m'agresser. On a lutté et d'autres braqueurs restés au dehors ont rejoint les 3 à l'intérieur. J'ai crié, mais personne n'a volé à mon secours. Ils étaient une dizaine environ, dont une fille. Ils ont emporté 800 000 francs. À Tambongroyar, dans le même quartier, ces 3 boutiques ont été braquées la même nuit entre 2h et 3h du matin, selon leurs propriétaires. Autre lieu, même constat. Ce vendeur de téléphone portable au quartier Kosodo a également vu son commerce pratiquement vidé de son contenu après le passage de 4 malfrats armés de machettes. Il y a environ 3 mois. Ils étaient armés de machettes. Ils ont cassé la grille et la vitre. Ils ne s'intéressaient qu'à l'argent. Et comme ils ont trouvé juste 55 000 francs CFA, ils ont cassé le coffre-fort, mais ils ont constaté qu'il n'y avait rien. Ils ont ramassé les portables tactiles Android. J'ai pu apercevoir 4. Les Ouagalais le savent. Ces motos semblent aussi attirer les bandits. 2 fois victimes de braquage, ce n'est pas ce archiviste qui dira le contraire. Il porte toujours les séquelles de cette mésaventure. Le 17 janvier 2015, je venais de déménager à Tampoui. Donc j'ai quitté Ouagalgan vers les 22h pour me rendre à Tampoui. Apparemment, c'est des gens qui me suivaient aussi avec 2 personnes sur une moto. Dès que je suis arrivé juste devant la porte, ils sont descendus, ils ont commencé à raconter, je n'entendais même pas très bien ce qu'ils disaient. D'ici que je me rends compte que c'est des voleurs, il y a un qui a commencé à retirer d'abord ma moto. C'est ça que j'ai vu d'abord. Quand j'ai voulu faire attention, j'ai vu qu'il y a un PA qui était pointé sur moi. Donc j'ai essayé, par réflexe, malgré le PA, j'ai essayé quand même de lutter un peu. Et le deuxième est passé par derrière et il m'a allumé. Ici, au quartier Pissi, à l'ouest de la ville, ces visiteurs indésirables ont également fait parler d'eux dans ce domicile privé. J'étais en clinique avec mon enfant qui était hospitalisé. Et pendant mon séjour en clinique, que j'ai été victime de braquage, le portail était bien condamné. Ils sont arrivés, ils sont rentrés, ils ont cassé la vitre arrière gauche du véhicule, enlevé des appareils dedans et puis aussi soustraire, ouvrir le capot pour enlever une batterie et emporter. En dehors des biens emportés, des vies humaines sont même parfois fauchées suite à des attaques à main armée. Les services de sécurité
ont même identifié des zones criminogènes dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit par exemple de certains espaces verts et cimetières, des rues mal ou non éclairées et de quartiers entiers. En détruit, des opérations coup de poing et les démantèlements de réseaux de présumés délinquants, le fléau ne semble pas s'arrêter. Je pense que si on pouvait vraiment, quand c'est un cas de flagrant délit, qu'on présente en tout cas le visage de la personne, ça va beaucoup nous aider. Voilà. En tout cas, on sait que tu es quelqu'un qu'on doit soupçonner. Voilà. Chaque fois que tu arrives, bon, on fait attention, quoi. En tout cas, ça, c'est une des solutions. Bon, il y a aussi les forces de sécurité. On pense qu'ils sont moins présents, surtout dans les profondeurs des quartiers. Ne serait-ce qu'une patrouille chaque nuit dans chaque rue, bon, en tout cas, ça peut dissuader les voleurs. D'aucuns préconisent également le durcissement de la législation contre le grand banditisme et le renforcement des contrôles aux heures indues. Mais toujours est-il que la collaboration entre population et forces de sécurité s'avère nécessaire. Donc vous venez de suivre ce reportage avec nous, le chef d'escadron Kouagri Nataman. Vous êtes donc le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Bobo-Dioulasso. Quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez de voir avec nous? Merci. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble, les médias dans leur grand ensemble pour l'excellent travail qu'ils abattent pour informer les populations et donc nous-mêmes. Et je voudrais également profiter donc de cette tribune pour rassurer les populations et revenir également sur la situation qui s'est déroulée, les événements que nous avons vécus dans la brigade territoriale de gendarmerie de Oursi, dans la province de Loudalan, et l'autre événement qui vient de se dérouler le 9 octobre dans le Kénédougou, la brigade. On va revenir sur tous ces aspects, mais là nous allons parler d'abord de la sécurité dans la ville de Ouagadougou, comme le reportage l'a montré. Quelles sont donc les mesures qui sont prises par les forces de sécurité pour assurer donc la quiétude des populations de la ville de Ouagadougou? Oui, sur ce sujet de l'insécurité dans les grandes villes du pays, les mesures qui sont actuellement en vigueur, elles sont de l'ordre donc des patrouilles qui ont été intensifiées depuis qu'on a fait le constat, parce qu'il y a des statistiques qui sont faites, réalisées chaque mois. Alors, au regard des statistiques, lorsque la courbe monte, nous savons qu'effectivement, il y a une certaine recrudescence. C'est un fait qui est réel et la réaction que nous adoptons au niveau des forces de sécurité, c'est donc de redynamiser l'activité que nous avons, notamment les patrouilles de sécurisation, donc qui sont exécutées de part et d'autre avec la police nationale et la gendarmerie. Et depuis un certain temps, avec les nouvelles mesures qui sont rentrées en vigueur, nous avons d'autres acteurs qui rentrent et qui nous appuient, notamment les forces de défense. Je parle de l'armée de terre, qui apporte son concours à ces unités qui travaillent sur le terrain. Bon, à tout cela, il faut ajouter également une autre panoplie de mesures qui sont les centres de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, les patrouilles des brigades anticriminalité, la mise en place d'un COG qui est chargé donc de centraliser toutes les informations émanant de la ville. Donc, ce sont des appels qui sont centralisés à ce niveau et qui permettent donc aux unités territoriales, notamment dans les arrondissements, de pouvoir réagir en fonction de la position même de l'appel de détresse. Donc, ces mesures-là sont prises au niveau des deux institutions pour vraiment répondre aux attentes des populations. Okay. Il y a un intervenant dans le reportage qui vient de dire tout de suite que les patrouilles ne vont pas dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les quartiers les plus reculés de Ouagadougou. Oui, d'accord. À ce niveau, je voudrais dire que la ville, comme vous le savez très bien, il y a une partie qui est assez bien aménagée et qui permet donc le mouvement des véhicules. Et dans les quartiers beaucoup plus reculés,
l'inexistence souvent des infrastructures de communication ne permet pas aux engins de service de pouvoir s'y déployer. Bon, ça, donc, c'est un fait. Mais également, aussi, il y a les alertes. Très souvent, l'alerte est faite en retard. Un fait se déroule à 21h, c'est peut-être 2 heures de temps après que l'alerte arrive au niveau des forces de sécurité. Si bien que la réaction va intervenir plus tard, mais il n'y aura rien. Alors, est-ce que la recrudescence de ces attaques aussi n'est pas due au fait que les présumés bandits qui sont le plus souvent présentés à la presse sont souvent des récidivistes? C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a déjà pris pour les mêmes actions et qui se retrouvent du jour au lendemain hors de la prison et qui reposent les mêmes actes. Vous n'avez pas tort de penser qu'effectivement c'est toujours ainsi, mais ce n'est pas tous des récidivistes. Mais dans le cas où ce sont des récidivistes, il faut noter que la peine qui a pour fonction de corriger le délinquant, de l'amener à prendre conscience pour redresser son comportement, cette peine ne produit pas toujours les mêmes résultats lorsqu'on va d'une personne à une autre. Donc, si bien que pour certains, ça échoue. C'est dire qu'après la prison, ou en tout cas la sanction qui lui sera infligée par le tribunal, il y a des personnes qui deviennent incorrigibles et ils se retrouvent donc sur le mauvais chemin, le chemin prohibé. Alors, est-ce que vous avez des chiffres en ce qui concerne les attaques qui vous sont signalées dans la ville de Ouagadougou, par exemple? Bon, pour ce qui concerne la ville de Ouagadougou, je dirais que la période allant donc de janvier à août 2015, on a pu enregistrer malheureusement 371 cas d'attaque à main armée et agression. Mais ça, c'est un cumul avec une baisse sensible pour le mois d'août. Une baisse relative pour le mois d'août. Voilà ce qui a été. Et je voulais ajouter également que face à cette recrudescence du banditisme, il y a que le ministère avait à un moment donné initié, le ministère de l'administration territoriale, la décentralisation de la sécurité, a initié en avril 2015 une opération d'envergure nationale, donc qui avait consisté à procéder à une opération dans toutes les villes et même à travers donc certains endroits présumés en tout cas criminogènes. Et cela avait permis en tout cas en avril et mai de réduire de façon sensible les attaques à main armée, aussi bien sur les voies de communication que dans les agglomérations. Justement, on va parler donc de l'insécurité sur les grands axes routiers. On sait donc qu'en plus des centres urbains, ces axes à l'intérieur du pays sont l'objet d'attaques. La région de l'Est est réputée en la matière. Plusieurs attaques à main armée y sont perpétrées cette année. Les commerçants, les producteurs sont les principales cibles de ces bandits. Le point avec Roger Kam et Jacques Lamissa Tarpaga. Nous sommes dimanche, c'est jour de marché à Fadangoma, dans la région de l'Est. Le marché de bétail grouille de monde. Il y en a qui vendent et d'autres achètent. Environ 100 millions de francs CFA sont échangés ici chaque semaine. Mais c'est aussi le jour de tous les dangers. Les braqueurs sont aux aguets, ils attendent le retour des vendeurs pour les dépouiller. Et les commerçants de Kanchari, à la frontière avec le Niger, en savent quelque chose. Mais il n'y a pas que les commerçants. Tout le monde y passe. Nous, les petits commerçants qui allons dans les petits marchés, on est sûr d'aller le matin, mais on n'est pas sûr de revenir avec notre échange le soir. Puisque quand lorsque vous finissez le marché et au retour le soir, que vous vous trouvez face à cette situation, on vous arrête, ils sont au nombre de 5 ou 6 et ils vous font descendre. Et à partir de cela, ils commencent à vous dépouiller de tout ce que vous aviez. J'étais armé, c'est vrai, il y avait des machettes, il y avait des fusils, et avec des torches, puisqu'il faisait un peu noir. Alors quand on s'est arrêté, c'était des menaces seulement, nous a fait descendre du véhicule.
Et il y a un gisement qui nous a même dit qu'il faut qu'il nous montre qu'ils ne sont pas venus pour s'amuser ici. Et c'est là qu'il a commencé à tirer en l'air. En tout cas, il a donné plusieurs coups de feu en l'air. Et ils ont commencé maintenant à fouiller tout celui qui descendait du véhicule. On le fouillait. Bon, quand ils ont fouillé, ils ont enlevé ce qu'on avait dans les poches. La région est ainsi connue pour le grand banditisme. En 2014, 360 attaques à main armée ont été enregistrées. Et rien que pour le premier trimestre de 2015, 108 attaques. Les patrouilles de police se font pourtant tous les jours. On note par exemple 3150 patrouilles en 2014. Mais le faible maillage sécuritaire de cette vaste région et la coopération hésitante de la population sont des obstacles pour les forces de l'ordre. Et ça aussi, c'est dû à une paire bleue, si je peux l'appeler ainsi, puisqu'ils se disent que si toutefois ils nous donnent l'information, et peut-être que d'un moment à l'autre, et que le délinquant arrive à purger sa peine, et ils seront quand même attaqués dans le futur. Et le maillage sécuritaire, comme vous le savez, ce n'est pas aussi facile. Et si l'on prend la province sur 8 communes, la police se trouve dans 5 communes sur 8. Vous voyez ce que ça donne. Voilà le chef-lieu et puis 4 communes. Vous voyez ce que ça donne. Donc le maillage sécuritaire, je peux dire, n'est pas au top. Les attaques à domicile sont aussi légion dans l'Est. Selon un témoin, les bandits vont jusqu'à mettre des affiches dans des champs de sésame notamment pour informer de leur passage au moment des ventes. Justement, vous venez donc en plus du reportage dans les centres urbains de suivre avec nous ces reportages sur les attaques sur les axes routiers, notamment dans l'est du Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour venir à bout de ce phénomène particulier? Merci, M. Salion. Oui. Alors, les attaques au niveau de l'Est sont principalement des attaques liées effectivement au maillage territorial qui ne permet pas de couvrir correctement l'ensemble du territoire. Quand vous prenez un exemple entre Fada et Matiakwali, il n'y a presque rien jusque-là. Ça fait 100 km. Même si l'alerte est donnée dans les bons délais, et pendant que, par exemple, les patrouilles sont sur un autre axe, je prends encore l'exemple de Pama, c'est le temps de revenir au niveau de Fada et de relancer le mouvement vers le lieu de l'attaque situé sur la route Fada-Matiakwali, ils ont le temps de fouiller, de terminer leur opération et de se retirer dans la brousse avant que les forces de sécurité n'arrivent. Donc il y a un problème de maillage territorial qui est insuffisant. Les forces donnent de leurs moyens, ils se donnent à fond et veulent bien en découdre avec, mais ce n'est pas encore arrivé comme on le dit. Voilà. Donc c'est cette insuffisance aussi qui justifie la chose. Et vous avez suivi, le commissaire parlait également de collaboration. Donc nous avons besoin de cette collaboration-là, précieuse, je dirais, de la population pour pouvoir être renseigné. Parce que même si on aboutissait à faire le maillage souhaité, tant qu'il n'y a pas une collaboration franche de la population, il y aura toujours un travail qui ne sera pas assez. Voilà. On fera quelque chose, on va peut-être produire un travail, mais le travail ne sera pas parfait, il ne sera pas complet, tant qu'on n'aura pas cette collaboration. Parce que la question de sécurité, ce n'est pas seulement les forces de défense et de sécurité. Oui, c'est l'ensemble des acteurs. Joue un très grand rôle donc, dans les questions sécuritaires. Alors, est-ce que le problème ne se pose pas aussi en termes de circulation des armes? Parce qu'on voit que les bandits, les braqueurs, le plus souvent sont armés avec des fusils même de guerre ou des fusils d'assaut. Bon, sur ce terrain, c'est comme vous le savez, la sous-région a connu beaucoup de soubresauts. Il suffit seulement de suivre la presse. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'occasions pour qu'effectivement des armes puissent circuler. Il y a cela. Et néanmoins, il y a une structure qui est en place, qui lutte pour limiter, sinon
éradiquer la circulation des armes de petit calibre en dehors donc du circuit normal des armées ou des forces qui sont habilitées à les utiliser. Voilà. D'accord. Alors nous allons donc évoluer, mais en restant toujours sur les questions sécuritaires. Depuis quelques mois, un autre type d'insécurité règne au Faso. Des postes de gendarmerie situés à proximité des frontières sont attaqués, notamment à Oursi, à Samourgouan. On se rappelle également de l'enlèvement du chef de la sécurité de la mine de manganèse de Tambao le 4 avril 2015 dans le nord du Burkina. Retour sur ces différents événements avec Evelyne Dabiré. Enlèvement d'un agent de sécurité roumain à Tambao, attaque à Déou et à Oursi d'un poste de douane et de gendarmerie, faisant un mort et une blessée. Puis, 3 gendarmes tués lors de l'attaque de la gendarmerie de Samourgouan. Telle est la somme des assauts menés entre avril et octobre 2015 contre le Burkina. Des assauts qui ont eu lieu en pleine journée comme de nuit par des individus armés non encore expressément identifiés et toujours dans la nature. Conséquence, la psychose règne dans ces localités. Ici, jour de marché à Samourgouan et il n'y a de marché que ces hangars déserts. Face à ces agressions, le gouvernement a lancé des opérations de ratissage en vue de retrouver les assaillants et assurer la sécurité des biens et des personnes. 7 Touaregs avaient été interpellés par la gendarmerie de Gawa dans le cadre de l'enquête sur l'attaque de Samourgouan, puis libérés le 15 octobre dernier. Autre réaction du gouvernement, la création le 16 octobre d'une agence nationale de la sécurité et d'un conseil de défense et de sécurité nationale en vue de coordonner les questions relatives à la sécurité intérieure et extérieure. Avec ces attaques, le nord et l'ouest seraient devenus de nouvelles zones d'insécurité au Burkina. Cette carte sur le site web des Affaires étrangères de la France délimite et matérialise en rouge la zone réputée dangereuse qui prend en compte les frontières nord, nord-ouest et ouest du pays. En orange, les zones déconseillées comme Bobo-Dioulasso et ses alentours, Ouagadougou et le reste du pays sont en jaune, synonyme de vigilance renforcée. Et nulle part sur cette carte à ce jour, le vert, signe de vigilance normale. On va se tourner maintenant vers vous, le chef de bataillon Mahamadi Bonkungu, officier du Centre des opérations des armées. Vous venez de regarder ce reportage avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Burkina Faso est sous la menace djihadiste? Notre pays des frontières avec des pays où des actions terroristes sont récurrentes, c'est dire que la menace est bien réelle à nos portes et justement tout est mis en œuvre pour la minimiser. Et justement, donc quels sont les moyens donc, qui ont été déployés, dont vous disposez donc pour faire face donc, à cette menace? D'abord, au plan sous-régional, le Burkina Faso fait partie du groupe dit du G5, au sein duquel il y a un partage d'informations pour plus d'efficacité. Parce que vous le savez bien, le terrorisme est une menace qui concerne toute la sous-région et il faut une synergie d'action au plus haut niveau pour l'éradiquer. Et au plan national, je puis vous rassurer que les forces de défense et de sécurité, on dispose d'une organisation sécuritaire qui constitue un maillage territorial efficace dans la lutte contre le terrorisme. À cela s'ajoute la création des unités et leur mise sur pied et qui sont dédiées uniquement à la lutte contre le terrorisme. Et par ailleurs, notre législation prend en compte depuis un certain temps de l'infraction du terrorisme. C'est dire qu'à tous les niveaux, des mesures sont prises pour faire face à la menace terroriste. D'accord. Alors, on a parlé dans ce reportage de l'attaque de Oursi et de Samourgouan. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui s'est passé à Samourgouan en ce jour-là? Je crois que l'île est plus... Je crois que ce que l'on peut dire sur cette attaque qui
a donc coûté la vie à 3 de nos gendarmes. Sinon 4 si nous ajoutons l'attaque qui a été perpétrée à Oussi. Nous avons perdu 4 gendarmes qui sont donc Ba Suleiman, Dakio I Michel, Bumbundi Paulin et Loué Ousmane. Voilà, donc vous permettez-moi, au nom donc de la hiérarchie, encore de leur rendre un vibrant hommage, parce que ce sont des vaillants compagnons d'armes qui ont versé leur sang pour nous permettre de continuer à vivre et à espérer à la liberté. Alors, concernant donc l'attaque qui a eu lieu au niveau de Samorgouan, le 9, c'est une attaque qui a commencé banalement par genre un petit conflit entre éleveurs entre eux, et une alerte a été donnée donc à la brigade et qui disait ceci, que des personnes ont été retenues contre leur gré dans la brousse, et que parmi ces personnes retenues, ces victimes, une personne a réussi à s'échapper pour venir donc donner l'alerte. Donc suite à cette alerte, nous avons fait remonter les comptes rendus à la hiérarchie, qui a estimé bon d'envoyer donc rapidement un renfort. Et c'est ce renfort qui a travaillé donc sur place dans la même nuit pour retrouver finalement des engins abandonnés par les présumés. Et ces engins ont été donc tous ramenés au niveau de la brigade. Et le lendemain, un corps sans vie a été également retrouvé dans la brousse, dans la forêt, où a été perpétrée donc la rétention contre le gré des victimes. À l'issue donc de cette découverte et des procédures habituelles sous donc le contrôle du procureur, la victime a été inhumée. Et au soir donc de cette attaque, donc au cours de la nuit après donc ce constat, que la brigade a été surprise très tôt le matin par des assaillants dont on ne connaît pas encore l'origine, ni les motivations, ni exactement le nombre. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Voilà, donc en tout cas, permettez-nous au nom du devoir de réserve de rester là en attendant, parce que nous n'avons pas plus de détails, ou il n'est pas encore opportun de donner un peu plus de détails que ça. D'accord. Voilà. Alors, donc, on va finir avec des mesures donc, de sécurité qui ont été prises dernièrement, notamment le couvre-feu qui est toujours en vigueur et l'interdiction pour les véhicules à vitres teintées et non immatriculés de circuler. Est-ce que tout cela rentre donc dans le cadre donc des mesures que le ministère en charge de la sécurité prend pour la quiétude des populations? Je dirais que affirmatif. Parce que lorsque vous savez aujourd'hui, les gens s'inspirent des films, s'inspirent de tout ce qui se passe ailleurs pour agir ici. Et comme nous ne sommes pas un îlot fermé au reste du monde, alors il n'est pas rare ni surprenant de constater que les gens imitent beaucoup ce qu'ils ont vu dans les films. C'est ce qui fait que ces mesures tendant donc à réduire considérablement les possibilités d'agir ont été prises. Et ça porte sur justement les vitres fumées, parce qu'on a eu d'autres informations qui font ressortir que beaucoup de délinquants utilisent les véhicules à vitres fumées et deux fois circulent même avec des véhicules non immatriculés. Mais là également, je veux faire une petite nuance, que tous les véhicules à vitres fumées ne sont pas conduits par des délinquants. Je dis bien, ils ne sont pas conduits par des délinquants. Oui, voilà, donc nous ne sommes pas en train de traiter les propriétaires de tous les véhicules à vitres fumées comme des délinquants. Mais les délinquants utilisent cette possibilité de se cacher ou de cacher des choses prohibées pour pouvoir circuler.
Parce qu'il y a des gens souvent qui sont peut-être soupçonnés, qui sont connus des services de police de gendarmerie comme en tout cas des délinquants notoires capables de faire circuler ces choses-là, qui utilisent des véhicules à vitres fumées pour circuler et passer donc inaperçus. Et il y a également les véhicules non immatriculés. Lorsqu'un véhicule n'est pas immatriculé, il va sans dire que c'est quelqu'un qui passe, qu'on ne connaît pas l'identité. Il suffit de commettre une et de s'enfuir. Les indications seront quoi? Rien. Donc on ne trouvera rien pour pouvoir mener la poursuite. Cette mesure participe justement à réduire ces possibilités d'agir de ceux qui seraient des délinquants et qui profiteraient donc de ces moyens-là. D'accord. Le couvre-feu va rester en vigueur pour longtemps encore? Bon, là, c'est une mesure gouvernementale et c'est un point de situation qui est fait régulièrement. Et au regard donc de ce point de situation, si la situation mérite de poursuivre, ben, on continue de le maintenir. Donc je pense que cette question n'est pas tellement de notre ressort, mais c'est ce que nous pouvons dire là-dessus. Je ne sais pas si... Il faut savoir que régulièrement, il y a une évaluation de la situation sécuritaire qui est faite. Et lorsque les autorités en charge de la sécurité vont estimer que le couvre-feu n'est plus utile, alors il sera purement simplement levé. En tout cas, merci à vous donc d'être venu sur notre plateau pour répondre à toutes ces questions. Je vous signale donc que nous recevions donc le chef d'escadron Kouagri, notamment commandant donc du groupement de gendarmerie départementale de Bobo-Dioulasso, et le chef de bataillon Mahamadi Bonkungu, officier du centre des opérations des armées. La suite donc du journal. Le salon des banques et PME de l'espace UEMOA se déroulera du 21 au 24 octobre 2015 à Ouagadougou. La promotion et le développement des petites et moyennes entreprises passent par un financement conséquent de leurs activités et ce salon se donne pour ambition de relever ces défis. Selon les organisateurs, l'événement sera marqué par des panels, des débats et des expositions. Des détails avec Konsoum Koulibaly et Zalissa Sanfo. Les petites et moyennes entreprises vont être à l'honneur à Ouagadougou du 21 au 24 octobre prochain. Ce sera au cours du 4e salon des banques et des PME de l'UEMOA. Un salon qui se propose de trouver des solutions aux problèmes liés à la vie des entreprises. Nous les invitons à venir avec nous pour que ici même nous puissions débattre de nos propres problèmes, que ce soit sur la bonne gestion, que ce soit sur l'accès au financement, que ce soit sur l'accès au marché, que ce soit sur sa responsabilité sociale. C'est nous qui devons en débattre et permettre aux autres de savoir qu'est-ce que nous pensons et où nous voulons aller. La PME, moteur de croissance de l'UEMOA. C'est sous ce thème que acteurs et partenaires vont se réunir. Sur les 4 jours, il est prévu effectivement 3 grands panels, notamment sur l'accès des PME au financement, mais aussi au marché communautaire. Et durant ces 3 jours, effectivement, au-delà de ces panels, vous aviez un espace exposition qui va regrouper le savoir-faire des PME, les produits et services que les banques ont à la disposition des PME, les structures d'accompagnement. À l'issue de ce salon, des trophées vont être décernés aux meilleurs acteurs des PME de l'UEMOA. Ils ont juré d'accomplir leur mission dans le strict respect des règles éthiques et déontologiques. Cette prestation de serment marque l'entrée en fonction officielle de 18 inspecteurs du travail et des lois sociales formés à l'ENAM. Ils disent mesurer l'ampleur de la tâche qui les attend sur le terrain. Ibrahim Sombier et Ismaël Diloma Sirima. Ils viennent de jurer de ne pas dévoiler les secrets de fabrication ni les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur fonction ou même après avoir quitté cette fonction. Eux, ce sont 18 inspecteurs de travail qui viennent de boucler leur formation à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. C'est comme le président nous a bien dit de la justice, il a bien dit qu'il faut que nous prenions comme la formule du serment comme une bréviaire, c'est-à-dire que nous devrons au moins le répéter chaque jour que nous nous levons pour aller à l'inspection du travail. De ce point de vue, je crois que vraiment, c'est comme un fardeau, mais un fardeau nécessaire et important pour nous dans
l'accomplissement quand même de missions ou des fonctions qui nous seront assignées. Parmi ces missions figure le règlement des différends entre employés et employeurs, de même que le contrôle de l'application des recommandations en vigueur. Je voudrais m'adresser en particulier aux travailleurs et aux employeurs. Les inspecteurs de travail, les contrôleurs ont pour mission de prévenir et de gérer les conflits de travail. Donc ils ont le droit, je dirais, d'être respectés dans la conduite de leur mission. Parce que c'est la loi. Tous ceux qui ne respectent pas les inspecteurs, les contrôleurs de travail, quand ils remplissent leur mission, peuvent avoir affaire à la justice. Pareil pour ces inspecteurs de travail, car en cas de violation de leur serment, le code pénal renferme une pile de dispositions pour punir les éventuels contrevenants. Le ministère en charge de l'éducation nationale a organisé à Tenkodogo une journée d'information et d'échange sur le continuum éducatif. L'objectif est de donner aux acteurs et aux populations l'information juste et vraie sur cette réforme mise en œuvre depuis 3 ans dans notre pays. Roger Kam et Ernest Kambiré. Cette journée d'information sur le continuum éducatif se veut un espace d'échange direct entre les différents acteurs de la région du Centre-Est sur la mise en œuvre du continuum 3 ans après. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de diffuser l'information juste et vraie sur le continuum éducatif et la réforme curriculaire en cours au Burkina. Le continuum est en marche et comme on le dit, le transfert, que ce soit du préscolaire, que ce soit du post-primaire, ont été faits au niveau du ministère de l'Éducation nationale et les activités ont démarré. Donc on peut dire certes il y a des difficultés, mais le continuum est en marche dans la région du Centre-Est. À l'amorce de cette 3e année de mise en œuvre du continuum, des défis nouveaux restent donc à relever. Et les acteurs réunis ici à Tenkodogo se doivent d'échanger sur l'intérêt de cette réforme, analyser le bilan de mise en œuvre, apporter les critiques nécessaires, corriger ce qui ne va pas, afin d'ouvrir dans de meilleures conditions cette nouvelle page à notre système éducatif. Le continuum aujourd'hui est une préoccupation, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour chaque acteur du système éducatif. Et pour cela, il importe que l'information juste soit portée à l'attention de chaque acteur afin que la dynamique du gouvernement soit comprise et que chacun puisse contribuer justement au renforcement de ce processus. Mis en œuvre depuis 3 ans, le continuum devrait, après sa phase pilote, faciliter le maintien à l'école des enfants de 3 à 16 ans. Jetons à présent un œil sur les sujets qui ont intéressé les quotidiens. La revue de presse est avec Evelyne Dabiri. Les quotidiens de ce jour se sont focalisés sur l'après-putsch. Gilbert Diendéré, inculpé de crimes contre l'humanité, annonce le journal Le Soir. Sidwaya rapporte les éclairages donnés par la justice militaire sur les 2 dossiers sensibles à lui confiés, notamment les affaires Thomas Sankara et le coup avorté de l'ex-RSP. L'Express du Faso précise la liste des inculpés les plus célèbres et rappelle quelques chefs d'inculpation. Attentat à la sûreté de l'État, haute trahison, enlèvement, séquestration, homicide volontaire, coups et blessures volontaires, blanchiment de capitaux. Pourquoi la justice militaire pour ces 2 dossiers questionne le pays? Réponse selon votre quotidien. Les articles 32 et 34 de la justice militaire fondent la compétence du tribunal militaire en ce qui concerne ces 2 dossiers. Et que risquent les généraux? Interroge aujourd'hui au Faso, qui trouve réponse dans les propos du président du tribunal militaire Sita Sangaré, qui spécifie en parlant de Gilbert Diendéré, l'accusé risque gros puisque ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Autre sujet d'actualité, le rapport sur la fraude fiscale a été officiellement présenté à la presse. La commission estime les restes à recouvrer à environ 123 milliards de francs CFA, dont plus de 29 milliards de chèques impayés, rapportent les dernières nouvelles du Faso. L'observateur Palga précise ici en encadré les détails de ces fraudes fiscales. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.